La parole est maintenant à Monsieur Bernard Fialaire, rapporteur de la Commission de la Culture. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur l'auteur de la loi, chers collègues. Rien n'est moins naturel que la démocratie qui consiste à remplacer la violence verbale ou physique par des discussions, des compromis et des efforts collectifs. Ces propos de Dominique Schnapper témoignent de l'importance d'entretenir la flamme de la culture citoyenne pour que la démocratie reste vivante. Aussi, je salue les travaux de la mission d'information visant à redynamiser la culture citoyenne présidée par Stéphane Piednoir et dont Henri Cabanel était le rapporteur. Celle-ci a identifié un parcours citoyen constitué de 5 étapes clés. L'école, la journée défense et citoyenneté, vestige du service militaire, les dispositions d'insertion sociale et les élections. Parce qu'ils sont partagés par chacun, ils forment un projet collectif fondé sur des références partagées. Or, aujourd'hui, chacune de ces étapes s'effrite. Par conséquent, les références partagées s'étiolent et le projet collectif se délite. Il en résulte une archipélisation de la société, pour reprendre l'expression de Jérôme Fourquet. La mission d'information a cherché à identifier les maux dont souffre notre démocratie. Elle a fait 23 recommandations pour renforcer le lien entre le citoyen et les institutions. Et la proposition de loi de notre collègue Henri Cabanel reprend celle à portée législative. Nous en sommes tous conscients. Ce texte ne permettra pas à lui seul de réconcilier les citoyens, notamment les plus jeunes, avec la participation à la vie démocratique. Néanmoins, il permet d'agir afin d'éduquer et de former à la citoyenneté et de repenser les pratiques démocratiques. Il y a 120 ans déjà, Ferdinand Buisson disait « Le premier devoir d'une république, c'est de faire des républicains ». L'article 1er de ce texte vise à recentrer l'enseignement moral et civique sur des objectifs concis. Je ne peux que saluer cette volonté politique. La Commission de la Culture n'a eu de cesse, à chaque modification de cet article, de regretter la tendance du législateur à définir dans la loi le contenu des programmes. Aujourd'hui, l'EMC souffre d'un contenu pléthorique, accentué par l'absence d'heures dédiées. Cela conduit à une perte de valeur et références partagées entre l'ensemble d'une classe d'âge. En effet, par manque de temps, l'enseignant va piocher des chapitres dans le programme en fonction de ses appétences, de sa maîtrise du sujet ou ce qu'il estime intéressant pour ses élèves. Avec un enseignement dépendant des choix du professeur, pour reprendre les mots de Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur de l'Éducation nationale, c'est la volonté collective qui en pâtit. La nouvelle rédaction de l'article 312-15 du Code de l'Éducation nationale répare un oubli. Aujourd'hui, il omet de mentionner le fonctionnement de la vie démocratique et des institutions. Or, il s'agit bien d'un des objectifs premiers de cette discipline. La question de la formation des enseignants n'est pas abordée par ce texte, mais il semble primordial de mieux outiller les enseignants. La Commission de la Culture l'a rappelé à de nombreuses reprises, qu'il s'agisse de la formation initiale ou continue. Je suis ainsi frappé que les épreuves du CAPES d'histoire-géographie ne comportent aucune épreuve d'EMC. Cette discipline incombe pourtant quasiment tout le temps à ses professeurs au collège. Du fait de son absence au CAPES, les INSPE ne sont pas incités à approfondir cet enseignement lors de la formation initiale. Il paraît essentiel que l'État joue pleinement son rôle de futur employeur et ainsi reprenne la main sur le contenu de la formation initiale des enseignants. Par ailleurs, la défense des valeurs de la République ne doit pas être laissée sous la seule responsabilité des professeurs d'histoire-géographie. Elle doit fédérer l'ensemble de l'équipe pédagogique. Nous devons être attentifs à faire de leur transmission un projet partagé par l'ensemble de la communauté éducative. L'article 2 concerne la journée défense et citoyenneté qui a connu les mêmes dérives. Elle était destinée initialement à être un rendez-vous obligatoire pour l'ensemble d'une classe d'âge avec les personnes participant à la défense du pays. Aujourd'hui, le temps consacré aux questions de défense et d'engagement est inférieur à 3 heures. L'armée
est consciente de la nécessité de faire évoluer cette journée et y travaille. Je rappelle que notre Assemblée a adopté en juillet dernier, lors des débats sur la loi de programmation militaire, un amendement de notre collègue Henri Cabanel reprenant la rédaction de l'article 2 de ce texte. Il a d'ailleurs été maintenu dans la suite de la navette parlementaire, mais a finalement été censuré car considéré comme un cavalier législatif. Cette proposition de loi vise également, dans l'article 3, à faciliter l'insertion des jeunes suivis par les EPID. Comme un certain nombre d'entre vous, j'ai eu l'occasion de me rendre dans un EPID et y ai constaté leur travail important pour accompagner des jeunes en grande difficulté vers l'insertion. Nous examinerons tout à l'heure un amendement de la Commission visant à préciser que l'accueil complémentaire de 3 mois se fait dans la limite des places disponibles. En effet, selon les informations qui nous ont été transmises par le ministère du Travail, le taux d'occupation dans les EPID serait de 90 à 95% selon les établissements. Donc je me réjouis de ce succès. En effet, la mission d'information avait souligné la nécessité de mieux faire connaître ces établissements. Ils souffraient d'une visibilité insuffisante parmi les dispositifs proposés aux jeunes sans qualification ni diplôme. Il me semble également important de renforcer le maillage territorial en lien avec les collectivités locales, souvent demandeuses de l'installation d'un centre EPID. La directrice générale des EPID soulignait qu'une dizaine de départements avaient envoyé moins de 5 jeunes en 5 ans en raison d'un maillage territorial trop faible. J'en viens maintenant aux articles 4 et 5 qui visent à moderniser le processus électoral. La société évolue. Aussi, je me félicite que le Sénat puisse débattre en séance d'une évolution de notre système électoral. Force est de constater que nous nous déplaçons de plus en plus. Et pour moi, il faut s'adapter. C'est ce que permet la double procuration. En ce qui concerne l'envoi dématérialisé de la propagande électorale, je tiens à rassurer, il ne s'agit nullement de passer à une dématérialisation généralisée et obligatoire pour les électeurs. Un tel système aurait au contraire un effet pervers. 14 millions de Français ne maîtrisent pas le numérique. En revanche, un certain nombre de nos concitoyens, notamment les plus jeunes, se disent intéressés par recevoir ces documents de manière dématérialisée. Nous sommes également tous conscients des difficultés logistiques pour distribuer dans un temps très court près de 48 millions de plis. Dans l'esprit des travaux de la mission d'information, la Commission a élargi la possibilité d'un envoi dématérialisé des documents de propagande électorale à l'ensemble des scrutins locaux, ainsi que pour les élections européennes. Enfin, ce texte vise à mieux reconnaître l'engagement des jeunes dans les mandats électoraux. Il est parfois difficile de concilier l'exercice du mandat avec le déroulement des études. Or, à la différence des élus salariés, il n'existe pas de garantie spécifique dans le code électoral pour les étudiants. Le code de l'éducation ne prévoit pas non plus ce cas pour les aménagements d'études, alors même que d'autres engagements sont pris en compte, comme des engagements associatifs, militaires, civils, ou encore lorsque l'étudiant travaille. Donc la Commission a réécrit l'article 6. Il lui a semblé plus judicieux de s'appuyer sur un dispositif déjà existant qui a fait ses preuves et qui répond aux besoins spécifiques des étudiants concernés. Par ailleurs, elle a étendu ce dispositif aux mandats nationaux et européens. Le rajeunissement de la classe politique concerne également nos assemblées. D'ailleurs, 2 de nos collègues députés étaient étudiants au moment de leur élection. Donc, mes chers collègues, cette proposition de loi s'inscrit dans un processus visant à guérir les fractures qui ont vu le jour entre les citoyens et les institutions. Enfin, permettez-moi, en votre nom, de saluer l'engagement de l'ensemble des élus locaux et notamment des maires qui sont présents à la tribune et qui sont un maillon essentiel de notre démocratie.